Connected. Disconnected. OK. Rebonjour à tout le monde. On va peut-être commencer. Connected. Donc, aujourd'hui, nous allons voir tout simplement un nouveau chapitre. Sinon, vous avez tous été sur Moodle pour voir les anciens cours avec le travail qui vous est déjà été déposé sur Moodle. Ça va, vous arrivez à voir ceci. Je reviendrai dessus sur les travaux à la fin de la séance. Et sinon, juste pour dire avant de commencer que les exercices que vous devez normalement compléter sont déjà déposés sur Moodle. Il suffit juste d'aller dessus et après de voir les consignes et puis commencer à faire les exercices qui vous sont demandés de faire. Voilà, comme je vous ai dit en amont, le cours d'aujourd'hui va se porter surtout sur l'atmosphère, voir un peu les idées de base concernant l'atmosphère. On va s'intéresser d'une part aussi, lorsqu'on va parler de l'atmosphère, de l'importance du climat, de tout ce qui va avec la météorologie, ainsi que l'origine des vents, parce que ce sont ces éléments-là qui permettent en fait de garder un certain équilibre sur cette couche terrestre qui permet tout simplement la vie. Okay? Hier, on a parlé de l'importance de l'eau. On parle souvent de la Terre comme la planète bleue parce que la Terre regorge 70% de l'eau sur sa surface. Et il y a une chose aussi qui permet de garder la vie, qui permet de permettre à ce que la vie puisse continuer, c'est tout simplement cette couche épaisse qui est donc l'atmosphère. Donc ce matin, nous allons nous intéresser plus particulièrement sur l'étude de l'atmosphère. Donc, comme guise d'introduction, l'environnement est l'ensemble des éléments naturels, c'est-à-dire lorsqu'on parle de naturel, c'est tout ce qui est biophysique et culturel, et l'environnement. Dans l'environnement, on va retrouver également des humains, donc on va parler tout simplement de cet ensemble d'éléments qui est donc également humain. Donc la culture humaine est en rupture avec l'environnement naturel, résulte de la pollution globale et locale planétaire. Du moment où on ne s'intéresse pas à notre environnement, du moment où on oublie son importance, on a tendance tout simplement à le mettre à mal, c'est-à-dire on le pollue. D'où l'idée de pollution globale ou bien pollution locale. Donc la planète bleue, appelée aussi Terre, est une sphère très particulière. Tous les organismes vivants qui l'habitent se trouvent à l'intérieur d'une mince couche composée d'air, d'eau et de terre d'environ 15 km d'épaisseur qu'on appelle biosphère. Okay? Donc, dans cette partie de l'atmosphère, la vie va donc exister qu'à une épaisseur de 15 km. Le reste, ce sont tout simplement, toujours cette couche, mais qui a d'autres importances, c'est-à-dire pour stopper, par exemple, les ultraviolets qui arrivent directement du Soleil. Donc, environ 15 km d'épaisseur qu'on appelle biosphère. La biosphère peut être divisée en 3 couches. Okay? Dans cette partie de la biosphère, nous avons donc l'atmosphère, c'est-à-dire là, on va trouver de l'air. Il y a également l'hydrosphère, cette couche où il va contenir de l'eau, on va trouver de l'eau en abondance. Et la lithosphère, c'est-à-dire tout ce qui est au sous-sol, tout ce qui fait partie du sol. Okay? Donc, toutefois, c'est l'atmosphère, c'est-à-dire cet ensemble de couches, à cause de ces caractères particuliers qui rend la planète habitable par les êtres humains, les animaux, les plantes telles qu'on les connaît, qui sont donc autour de nous. Okay? Donc, la vie existe tout simplement parce qu'on a cette couche épaisse qui est donc l'atmosphère qui permet tout simplement de permettre à ce que la vie puisse continuer à exister et
que la Terre devienne la seule planète où la vie est donc apparue. En problématique de cette séance de cours, on peut donc tout simplement se dire, ou bien donc se demander, est-ce important pour l'homme de protéger l'atmosphère terrestre? Est-ce qu'on doit le protéger? Est-ce qu'on doit le mettre à mal? Ce sera donc cette question qui va être notre fil conducteur à travers cette séance d'une heure. Et à la fin, on essaiera d'apporter des éléments de réponse à cette problématique. Donc, je vais donc commencer. Donc, premièrement, l'atmosphère. Pour apporter une petite définition de ceci, on entend souvent parler de ceci. Donc, l'atmosphère, comme on l'a déjà vu, c'est tout simplement un mélange de gaz. Okay? On avait dit que c'est une couche qui est donc épaisse. Donc là, on apporte ici une précision sur ceci. Lorsqu'on parle de l'atmosphère, c'est un mélange de gaz et de particules qui entourent le globe. Vu de l'espace, lorsque on a des captures des photos satellitaires, elles forment en fait une fine couche de lumière bleu foncé sur l'horizon. L'atmosphère est constituée de couches qui forment des anneaux autour de la Terre. Et les anneaux, ce sont tout simplement des couches protecteurs. C'est pourquoi on va parler d'anneaux. Okay? Elles s'étendent sur quelques kilomètres d'altitude, mais elle est confirmée en majeure partie sur une hauteur de 50 km. Donc, on avait dit tout l'ensemble de cette atmosphère va donc s'étendre sur 50 km au-dessus de la surface de la Terre. Et là où la vie va donc apparaître, où la vie va exister, on aura juste dans les 50 km, on aura juste 12 km qui va donc concerner la partie qui va donc nous intéresser plus particulièrement, c'est-à-dire la partie dont nous on vit. Donc, on va s'intéresser cette fois-ci aux différentes couches tout simplement qui composent l'atmosphère. Okay? Donc, on avait dit au départ que c'est une couche qui est donc épaisse. On vient d'apporter une précision avec cette définition qui dit tout simplement que c'est un mélange de cette couche constitue simplement un mélange de gaz. Donc, pour ceci, je vous affiche ici un petit tableau tout simplement qui permet d'apporter une certaine explication. Donc, retenez tout simplement que lorsqu'on parle de l'atmosphère est donc composée de plusieurs couches. Okay? Donc, il y a d'une part, c'est-à-dire à la base de ces schémas qui est donc là, on a donc la troposphère. Okay? À la base, nous avons donc la troposphère. Ensuite, après la troposphère, nous avons tout simplement la troposphère ou ozonosphère. Après, nous avons donc la mésosphère. Ensuite, nous avons donc la thermosphère. Et en dernier, exosphère. Toutes ces différentes couches forment ce qu'on appelle l'atmosphère. Okay? Donc, l'atmosphère, si vous voulez, elle a 5 différentes couches. Okay? 5 différentes couches composent l'atmosphère. Donc, pour apporter un autre schéma là-dessus qui va être un peu plus simple et clair, voilà donc. Okay? Nous avons ici le globe terrestre, c'est-à-dire le monde, la planète Terre, et au-dessus, c'est-à-dire là, à partir des surfaces marines ou bien à partir des surfaces de la Terre jusqu'à cette partie, nous avons donc ces différentes couches qui sont donc présentes. Donc, au départ, troposphère, environ 20 km, les petites sœurs, la troposphère, 50 km, mésosphère, 85, thermosphère, 695, et exosphère, on a donc 10 000 km. Donc, on a ces différentes couches, tout simplement, qui protègent la Terre. Donc, 5 couches. Troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère et en dernier, exosphère. Maintenant, ma première question. Si par exemple, les 3 premiers, c'est-à-dire je pars du sommet, l'exosphère, la thermosphère et la mésosphère n'existent pas, quelle serait la situation de la Terre?
un volontaire pour essayer d'apporter sa réflexion là-dessus. Imaginons que l'exosphère, la thermosphère et la mésosphère n'existent pas. Qu'arriverait-il à la Terre? Quelle serait la situation de la Terre? Un volontaire pour apporter une réflexion là-dessus. Donc, pour faire simple là-dessus, encore une fois, si l'exosphère n'existe pas, si la thermosphère n'existe pas, si la mésosphère n'existe pas, ben, il n'y aura pas tout simplement de vie sur Terre. On est tous d'accord. On a besoin en fait de ces différentes couches. On a besoin de ces différentes couches qui composent l'atmosphère pour que la vie puisse continuer à être pérennisée sur Terre. OK? C'est grâce à ces différentes couches qui composent l'atmosphère que la vie continue à exister sur Terre. Si un des couches disparaît ou bien est donc détruit, cela veut dire tout simplement que la vie sur l'espace ici, c'est-à-dire dans la planète Terre, va être remise en question. Okay? D'où l'idée de l'importance tout simplement de cet ensemble de couches qui compose tout simplement l'atmosphère. Donc, les avions que l'on voit s'envoler, ils s'envolent tout simplement sur cet espace qui est donc la troposphère. Okay? Ensuite, en ce qui concerne les personnes qui pratiquent souvent le parachutiste, lorsqu'on va les lâcher dans l'air, on est obligé de les lâcher, par exemple, sur cet espace pour qu'ils redescendent progressivement pour venir sur Terre. Ensuite, sur la partie exosphère, c'est-à-dire le dernier, carrément au sommet, c'est donc dans cette partie-là que l'on va placer tous les satellites qui nous permettent de nous relier avec les autres parties du monde. Okay? Donc, les satellites, par exemple, les satellites terrestres, on va les placer en orbite sur cette partie qui est donc la partie exosphère. Et ces satellites vont donc tout simplement tourner autour de la Terre et ça va nous servir pour permettre les communications et les liaisons entre les différentes parties du monde. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là pour cette partie? Donc, l'idée là, c'est tout simplement de revenir sur l'idée de l'atmosphère, reconnaître en fait que l'atmosphère, c'est un élément important de la vie, c'est un élément important de la Terre parce qu'elle protège, et aussi que l'atmosphère possède tout simplement 5 différentes parties qui sont donc l'exosphère, la thermosphère, la mésosphère, stratosphère et en dernier, la troposphère. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là de votre part? Des questions, des commentaires, ou bien est-ce que ça va, je peux continuer? Ça va, vous arrivez à me suivre? Je veux juste une réaction d'un de vous pour me confirmer si ça va et puis je peux continuer. Oui, monsieur. OK, merci. Donc, je vais enchaîner sur la partie suivante qui concerne tout simplement les dynamiques de masse atmosphérique. OK, donc dans cette partie qui est donc l'atmosphère, il y a, donc c'est une couche déjà, hein, c'est une couche épaisse qui est importante, qui protège la planète Terre. Et dans cet espace, il y a également un autre élément naturel qui est donc les masses d'air, qui est donc le vent, si vous voulez. Okay? Grâce au vent, ça permet tout simplement de garder un certain équilibre sur l'espace terrestre. S'il n'y a pas d'air,
ce sera tout simplement la fin de cette partie dans laquelle on vit. Okay? Donc, il y a une chose, un élément naturel qui permet aussi à ce que la vie puisse continuer à exister sur Terre, c'est tout simplement le vent, les masses d'air qui existent sur cette surface terrestre. Grâce au vent, on peut tout simplement respirer, on peut avoir de l'air qui est donc pur, et cet air garde un certain équilibre au niveau de surface de la Terre. Donc, les dynamiques de masse atmosphérique. Voici une carte des différentes circulations atmosphériques générales qu'on va trouver sur Terre. Donc, si on regarde objectivement cette carte, on va donc voir tout simplement qu'il y a énormément de flèches. Okay? Donc, ces flèches montrent tout simplement les différents courants qui existent, okay? Les différents courants qui existent sur Terre, c'est-à-dire les différents vents qui existent. Donc, on va trouver des vents sur la partie de l'équateur, on va trouver des vents qui vont donc d'autres vents, bien sûr, avec d'autres appellations. On va trouver, par exemple, sur les zones tropicales, donc sur la partie zone tropicale, sur la zone tempérée, et sur la partie glaciale, on va également trouver d'autres vents. Okay? Donc, première des choses que l'on doit retenir sur cette partie, c'est donc l'importance, si vous voulez, de l'air. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de respiration et pas de vie. Donc, l'air permet de garder un certain équilibre pour la vie sur Terre, d'où son importance, qui est donc primordiale à travers cet espace terrestre. Donc, comme je vous ai dit, à travers cette carte, ce que l'on peut retenir, c'est qu'on a différents vents sur Terre. On a différentes manières de pouvoir appeler les différents vents qui existent sur Terre. Sur la partie équateur, ou bien entre les tropiques, on va trouver des types de vents. Sur la partie zone tempérée, c'est-à-dire au-delà des tropiques, on va trouver d'autres types de vents. Et sur la partie glaciale, c'est-à-dire aux deux pôles, aux deux extrémités de la Terre, on va trouver également d'autres types de vents. Donc, l'espace terrestre est tout simplement animé ou bien régulé, si vous voulez, par les différents types de vents qui existent. Donc, les mouvements à la base de l'atmosphère. Donc, à la base de l'atmosphère, c'est-à-dire dans cette zone de la troposphère, on va trouver une couche qui est donc instable, c'est-à-dire une partie où il y a un vent qui est toujours instable. Un exemple tout simplement de cette instabilité. Tout le monde a déjà voyagé en avion? Oui. Oui, ok. Donc, du moment où on est dans l'avion, en l'air, des fois, on arrive tout simplement à des zones de turbulence. On a l'impression que l'avion bouge un peu. Soit elle peut descendre ou bien remonter. Donc, ce sont tout simplement des couches, on arrive tout simplement à des zones de turbulence, et ça montre en fait que la troposphère est tout simplement une zone de couche d'air instable, c'est-à-dire on est tout simplement dans un endroit où le vent souffle énormément, change énormément. Okay? Donc, situé à la base de l'atmosphère, c'est-à-dire dans cette zone de troposphère, la troposphère est animée de puissants mouvements qui brassent l'air en permanence. On va appeler des mouvements verticaux. Okay? Des mouvements verticaux qui sont donc liés et contrastés de température, processus convectif, et des mouvements horizontaux, c'est-à-dire des vents qui arrivent dans ce sens, ensuite ils vont souffler horizontalement, engendrés par le type de pression atmosphérique au niveau du sol. Okay? Tout corps est attiré par le centre de la Terre. On a une certaine gravité. Okay? Donc, c'est pareil comme les systèmes de vent, ils sont à chaque fois en cycle, c'est-à-dire ils vont donc tourner et ils sont toujours à chaque fois attirés par ce centre de la Terre, d'où ce processus de horizontal puis vertical, ensuite il va remonter et ainsi de suite. Ça va donc former tout simplement les différents cycles. Et c'est de cette manière-là que fonctionne également le vent. Okay? Donc, ce qu'il faut retenir derrière toute cette idée, c'est que dans le milieu dans lequel on vit,
tout élément, tout système suit un cycle. Est-ce que pour cette première partie, ce premier mouvement à base de l'atmosphère, c'est-à-dire dans la partie de troposphère, est-ce que c'est assez clair pour tout le monde jusque-là? C'est bon, je peux continuer? Oui? OK. Donc, les mouvements verticaux. Donc, je vous ai dit, lorsqu'on parle du vent, lorsqu'on parle de vent sur cette partie de la troposphère, il existe à chaque fois deux mouvements. Il y a un mouvement horizontal, il y a un mouvement vertical. Et du moment où il est vertical, à un moment donné, ça va remonter en hauteur. Et ainsi de suite, ça va retomber. Donc, si vous voulez, sur le schéma que je viens juste de vous afficher, vous avez donc tout simplement ces deux types de mouvements. Il y a le mouvement ascendance de l'air et l'autre subsidence de l'air. L'air ici en bleu, c'est de l'air qui est froid. Et l'air qui est froid est donc lourd. Okay? Donc, du moment où l'air est lourd, elle doit descendre. Et du moment où elle descend, avec cette pression ici, cette haute pression ici, elle va changer cet air qui est donc lourd en air qui est beaucoup plus léger et ça va remonter en surface pour devenir de l'air ascendant. Et du moment où elle est en surface, parce que c'est plus frais, elle devient de nouveau de l'air froid et elle redescend progressivement. Donc, elle est horizontale. Ensuite, elle va donc devenir plus léger et ensuite, elle remonte en surface, en hauteur, elle devient lourde et elle redescend et ainsi de suite. Ça forme tout simplement un cycle. D'où cette explication que je vais vous mettre par la suite, qu'on va voir ensemble. Lorsqu'on parle de la densité de l'air, cette densité dépend de la température. Voilà, cette précision. L'air chaud plus léger s'élève. Au contraire, l'air froid, comme on l'a précisé, l'air lourd se tasse vers le sol, c'est-à-dire redescend. Ainsi, un contact du sol dans certaines régions, l'air va donc devenir chaud, donc devient plus léger. Et du moment où elle devient plus léger, elle peut remonter en surface. Elle s'élève, elle se produit une ascendance, et en montant, l'air se détend car la pression de l'air est moindre et se refroidit. Car la décroissance de la température de l'altitude. En altitude, l'air devient beaucoup plus, elle va devenir à nouveau frais. Okay? Le mouvement soudain se poursuit jusqu'à l'air et atteint la température du milieu environnant. L'ampleur du mouvement dépendra de l'échauffement de l'air au départ, mais aussi de son degré d'hydrométrie. En effet, un air sec voit sa température diminuer à 1 degré Celsius tous les 100 mètres, alors que dans une aire située en eau, la température ne diminue que de 0,5% toutes les 100 mètres, car la condensation de l'eau au cours de l'ascendance libère de la chaleur. Okay? Inversement, de l'air plus froid que l'air ambiant, plus lourd, va descendre vers le sol, se comprimer et se réchauffe. On parle de subsidence. Donc, ce sont tout simplement, l'explication là va avec ce que l'on vient juste de dire. L'air, sur cette partie de la troposphère, circule en fonction tout simplement d'un cercle. Du moment où l'air est donc frais, c'est-à-dire elle est en hauteur, elle va tendance à pouvoir descendre. Et du moment où elle descend, elle va donc se confronter ou bien se frotter avec des pressions qui sont donc beaucoup plus chaudes. Donc, il y a transformation de cet air qui est donc froid en air léger. Et du moment où elle est léger, elle remonte en surface. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour les deux mouvements de l'air? La subsidence de l'air et l'ascendance de l'air. Subsidence, c'est l'air froid qui redescend, et l'ascendance, montée.
c'est donc l'air qui est donc beaucoup plus léger. Et ça permet, du moment où ces deux mouvements sont donc équilibrés, ben ça apporte tout simplement de l'air frais qu'on peut respirer et qu'on peut en profiter pour pouvoir vivre. Okay? Du moment où ces deux types d'air deviennent, il n'y a pas d'équilibre, ben ça va créer tout simplement les anticyclones, les cyclones qui vont arriver. Okay? Du moment où il y a ces deux-là qui sont tous les deux chauds, ben ça va apporter tout simplement des cyclones. Mais du moment où il y a équilibre entre les deux, ça permet du bon vivre et la vie continue tout simplement à exister normalement sans qu'il y ait des catastrophes naturelles qui vont donc se présenter à l'espèce humaine ou bien d'autres espèces qui peuplent la surface de la Terre. C'est bon, jusque-là, pas de questions, pas de réaction de votre part? Est-ce qu'il y aurait des questions sur cette partie? Non, monsieur, c'est bon. C'est bon? Ok, je vais continuer. Donc, les déplacements d'air horizontal. Donc, il y a la partie verticale et il y a également un déplacement, cette fois-ci, horizontal. Donc, voilà donc un exemple de schéma qui montre en fait le déplacement de cette aire qui est donc horizontale. Dans les régions d'ascendance, la pression atmosphérique est inférieure à la moyenne estimée à 1015 hectopascales. Il forme une dépression. Au contraire, dans les zones de subsidence, la pression atmosphérique s'élève et la formation d'anticyclones. Voilà, donc comme je vous ai dit, du moment où il n'y a pas d'équilibre entre les deux, ça va créer simplement des anticyclones. D'où, vous voyez par exemple, on est actuellement vers la fin de l'année, on est dans un temps où il fait très chaud. Ça veut dire qu'il n'y a pas en fait l'équilibre entre ces deux zones-là. Du moment où il y a absence d'équilibre, automatiquement, il y a la formation d'anticyclones. Et les cyclones arrivent pour ramener de l'air frais. Donc, air chaud plus air frais, ça revient en cycle et ça permet du bon vivre. Mais du moment où il y a un déséquilibre entre les deux, automatiquement, il y a des cyclones qui vont donc arriver. Et ces cyclones vont permettre tout simplement de raviver cet air qui existe déjà. Donc, la répartition spatiale des hôtes et des basses pressions varie au cours de l'année et constitue le champ de pression. Les météorologistes, pour des besoins de prévision, établissent régulièrement des cartes de prévention atmosphérique où les lignes isobars relient tous les points qui sont à la même pression atmosphérique. Donc, ce que je vous ai montré ici, ce sont tout simplement des lectures ou bien ce sont des cartes que les météorologistes utilisent pour pouvoir prévenir si un cyclone va venir, s'il y a des trous d'air quelque part, etc. Donc, ça va nous permettre tout simplement de nous alerter en avance. Okay? Maintenant, une chose, c'est que du moment où on a affaire avec des phénomènes naturels, même si la technologie est énormément avancée là-dessus, c'est souvent un peu difficile de pouvoir contrôler parce que ce sont des phénomènes naturels. Cela dépend des températures, cela dépend des pressions qui existent sur Terre. Donc, ça peut changer du jour au lendemain. La preuve, du moment où il y a des cyclones qui arrivent, du jour au lendemain, elle va changer de position, par exemple. Okay? Parce que ce sont des phénomènes naturels. Et ces phénomènes naturels arrivent, ou bien naissent, du moment où il y a des équilibres, tout simplement, de l'air qui existe sur Terre. Du moment où il y a équilibre entre de l'air chaud et de l'air frais, il n'y a pas de problème là-dessus parce que le cycle continue à se répéter. Du moment où il y a des équilibres, automatiquement, les phénomènes naturels naissent. Donc, d'où la présence d'anticyclones. Et nous, on vit tout simplement dans un endroit où on peut expérimenter énormément ceci parce qu'on est dans la zone intertropicale où il fait chaud et frais. On a besoin de cet équilibre pour que la vie puisse continuer sans qu'il y ait des menaces d'anticyclones. Voilà ce qui vient compléter les déplacements horizontaux. Donc, il y a les déplacements verticaux et là, des déplacements horizontaux pour ceci. Est-ce que vous aurez des questions particulières sur
c'est deux déplacements d'air, déplacement horizontal et déplacement vertical. Voilà, ça va, monsieur. Ça va jusque-là? Oui, on peut continuer. Ok, on peut donc avancer là-dessus. Voilà par exemple un croquis qui présente un peu ces différentes vents qui existent à travers le globe terrestre. Donc, les zones de convergence, c'est-à-dire là où les vents se rencontrent, c'est donc sur cette partie équateur où on a donc les alizés qui règnent. Okay? Donc, alizé nord-est, donc souffle en fonction de cette direction. Du moment où ils viennent se rejoindre sur cette partie, ils montent en ascendance, deviennent frais et redescendent. Donc, ce mouvement va donc avoir lieu sur cette partie. Pareil comme sur la partie hémisphère sud, c'est le même phénomène. Les courants d'air qui sont donc frais viennent sur cet espace, c'est-à-dire vont vers cette direction de l'équateur, descendent horizontalement avec les basses pressions qui existent ici. Ils sont donc retransformés, ils remontent en hauteur et ainsi de suite, d'où ces mouvements qui existent à travers le globe terrestre, principalement sur cette zone. Ensuite, sur la partie de l'équateur, comme c'est un espace tout simplement qui fait frais, énormément frais, ben les courants d'air sont plutôt frais, ils redescendent et arrivés à l'extrémité, ils deviennent un peu chauds, légers, ils remontent en surface, puis ils redescendent verticalement et ainsi de suite. Donc on a la convergence intertropicale sur la partie équateur, on a les vents des alizés entre les tropiques, les vents d'ouest, et sur l'équateur, on a donc les vents d'ouest qui soufflent. Okay? Si on écoute par exemple la météo, à chaque fois on doit reparler des alizés tout simplement parce que c'est un vent qui souffle dans cette partie de l'équateur ou bien dans la partie intertropicale, là où nous on vit, on va expérimenter tout simplement ces différents types d'alizés qui vont donc souffler. Voilà donc le schéma qui présente un peu ceci. Je prends un autre diagramme. Vous avez donc cet autre diagramme qui présente également ce que l'on vient juste de dire. Vous avez donc le vent géostratégique et sur la partie du sous-sol, la surface, vous avez donc des sous-couches rigides. Donc, vous voyez la barre, elle va donc monter en surface. Donc, du moment où l'air est donc chaud, elle descend. Elle vient de surface, elle devient de plus en plus léger, d'où l'idée de 0 degré Celsius. Ensuite, du moment où elle est léger, elle va remonter tout simplement en surface et ainsi de suite. Voilà donc pour le schéma, c'est un peu le même schéma, mais ici représenté en cycle. Et donc les vents chauds sur la partie de l'équateur descendent, il vient donc se frotter avec l'air qui est donc chaud ici, il devient léger, il remonte en surface. Du moment où ils remontent en surface, ils sont donc chauds, ils sont donc beaucoup plus frais, chauds, ils redescendent, devient à nouveau frais et ils remontent, et ainsi de suite. Donc on a ces différents mouvements qui vont donc animer. Et c'est grâce, comme je vous dis, grâce à ces courants d'air qui a équilibre en fait, et que cela permet tout simplement à ce que la vie puisse continuer. Alors, on a besoin de l'air pour pouvoir permettre à ce que la vie puisse continuer. S'il n'y a pas d'air, ça sera beaucoup trop chaud et ça va remettre en question tout simplement l'existence de la vie sur Terre. Okay? Donc, ça veut dire qu'il est de notre devoir de penser aussi à tous les actes que l'on fait assez souvent. Peut-être des fois, on ne réfléchit pas assez lorsqu'on va faire certaines choses qui vont remettre en question ou bien qui vont perturber un peu les cycles qui existent. Donc, ça veut dire qu'il est de notre devoir de penser et puis d'être, si vous voulez, responsable tout simplement de différentes actes. Cette fois-ci, on va s'intéresser sur les vents de surface, c'est-à-dire l'espace dans lequel on vit. On va également constater qu'il existe plusieurs types de vents également qui soufflent. Donc, vous avez ici un schéma simple
avec une maison et on voit qu'il y a un vent qui souffle, c'est le vent d'ouest, qui souffle en cette direction. Vous voyez, de l'air frais qui arrive, elle va se braser avec cette masse d'air un peu chaude sur cette surface terrestre. Ensuite, elle va remonter en surface parce qu'elle devient léger. Léger. Voilà, exactement. Et si on s'intéresse maintenant sur un autre espace de vie où on va connaître énormément, donc on va présenter souvent, donc du moment où on est sur la partie surface terrestre, il y a toujours ce mouvement retenu horizontal, puis après vertical, okay, devient plus léger, ensuite on remonte en surface. Sur la partie mer, c'est un peu aussi la même chose. Le vent qui va donc souffler vers l'espace terrestre, le vent qui arrive de l'horizon, si par exemple on se trouve le soir, on a l'impression que l'air qui arrive de l'océan est donc frais. Donc, c'est de l'air frais qui arrive. Elle va donc se braser avec la pression chaude qui existe ici sur Terre. Donc, elle va devenir léger, elle va se transformer et ensuite, elle va remonter en surface. Okay? Arriver en surface, parce que la température est beaucoup plus fraîche, donc elle devient à nouveau lourde et elle redescend sur Terre. Et ainsi de suite, le cycle continue, tout simplement. Sur la partie, l'autre partie ici, c'est la situation toujours de cet même espace, mais durant le jour. Okay? Durant le jour, c'est donc dans le sens inverse. C'est l'air frais descend verticalement, parce que le jour, le soleil frappe cette masse d'eau qui est donc chaude, donc il y a évaporation. Donc elle va permettre tout simplement de cette masse d'air qui est frais, qui descend. Elle va donc se frotter avec cette masse d'air qui est beaucoup plus frais. Donc, elle devient léger, elle remonte en surface et le cycle continue. Okay? Sur cet même espace, deux phénomènes contraires qui vont donc s'observer au niveau tout simplement des brises de mer. La nuit, elle arrive de l'océan. Le soir, la nuit, elle arrive, l'air frais arrive de l'océan, c'est-à-dire de la mer. Okay? La nuit, c'est le sens contraire. Elle arrive de la Terre, elle part de la Terre pour aller sur l'océan. Ensuite, elle se refroidit, elle devient léger. Ensuite, elle remonte en surface. Donc, sur les deux mêmes espaces, deux différents phénomènes vont donc s'observer pendant le jour et pendant la nuit. Donc, ici, il s'agit tout simplement des brises de mer durant la journée et durant la nuit. Donc, le A, c'est durant la journée. Et ensuite, en B, c'est durant tout simplement la nuit. Ça va pour ce schéma? Oui, monsieur, c'est clair. OK. Je vais donc enchaîner cette fois-ci. Donc là, c'est la situation qu'on va donc observer, si vous voulez, sur les espaces qui sont en bord de mer, c'est-à-dire dans les zones côtières. Maintenant, si on revient à l'intérieur des terres. Donc, on va s'intéresser cette fois-ci aux vents de montagne. Okay? Pour les vents de montagne, parce qu'il y a des creux. Okay? L'espace n'est pas plat, elle est en abrupte. Donc, l'air chaud descend. Okay? Pardon, pas l'air chaud, mais l'air frais. L'air frais va donc descendre. Elle va donc se rincer avec cette pression qui est donc beaucoup plus chaude sur l'espace, cette surface de la Terre. Et ensuite, elle va remonter, suivre tout simplement les formes de montagne qui remontent, et ensuite en hauteur, et elle redescend. Okay? Donc, dans ce type de vent, c'est-à-dire les brises de vent dans les montagnes, c'est de cette manière-là qu'elle va donc fonctionner. Lourd, elle descend, elle va donc se confronter sur les basses pressions ici. Elle devient plus léger, elle remonte en surface, et en surface, elle devient beaucoup plus lourde, et elle redescend, ainsi de suite. Okay? Donc, il y a deux mouvements qu'on va observer sur les zones côtières, pendant le jour et la nuit. Sur la partie montagne, les espaces beaucoup plus abrupts, beaucoup plus élevés, c'est donc cette situation-là qu'on va donc observer. C'est toujours la même situation. Il y a juste une situation
sur les endroits qui sont beaucoup plus élevés. L'air qui est donc frais descend verticalement. Okay. En se brassant avec cette basse pression qui existe sur Terre, elle devient beaucoup plus léger. Ensuite, elle remonte en surface. Et en hauteur, elle devient lourde et elle redescend. Et ça continue. Le cycle continue tout simplement dans les endroits qui sont montagneux. Ça va pour ceci jusque-là? Oui? Ok, je vais m'intéresser cette fois-ci. Ben, si par exemple on se dit, mais comment est-ce que les météorologues, comment est-ce que ceux qui s'intéressent à l'étude des différents courants arrivent à nous donner les directions des vents? Comment est-ce qu'on lit les différentes mesures des différents courants de vent qui soufflent tout simplement sur la Terre? Ben, on a tout simplement, l'homme a su inventer des machines qui permettent de pouvoir donner un sens aux différents mouvements d'air. Okay? Premièrement, sur la figure 7 ici, I7, vous avez tout simplement ce qu'on appelle l'anémomètre à coupole. Okay? L'anémomètre à coupole, c'est donc cet instrument qui permet tout simplement d'indiquer en fait la direction du vent. Et ce sont ces nouveaux instruments que les services, par exemple, de la météo, pour pouvoir indiquer les différentes directions de vent durant la journée, ben, ils utilisent tout simplement cet instrument pour pouvoir nous donner les directions des différents vents qui existent. Deuxième figure, c'est la girouette moderne. La girouette, pareil, on le laisse suspendu en l'air et du moment où le vent souffle dessus, elle indique tout simplement l'endroit où la pression arrive. Ensuite, il y a d'autres manières pour pouvoir aussi mesurer le vent. On va utiliser cette figure, cette barre de fer qui monte en hauteur, on appelle le mât à mesure. C'est tout simplement pour pouvoir, encore une fois, indiquer la puissance des vents qui arrivent. On va utiliser, ceux qui s'intéressent tout simplement à la climatologie, ils vont donc utiliser cet instrument. Sur les zones côtières, on va souvent placer des bouées qui vont permettre de pouvoir indiquer les directions des différents vents qui soufflent en direction de l'espace terrestre. Donc, on va placer des instruments, ici par exemple, sur des bouées. Et sur la partie, si on fait par exemple des expériences au niveau des différents endroits sur Terre, on va aussi souvent utiliser les ballons de sonde, c'est-à-dire ce sont des ballons qui sont compressés avec de l'air. Et ensuite, on va laisser suspendre cet instrument. Et cet instrument a tout simplement des capteurs. Et à l'intérieur des laboratoires ou bien des centres de recherche, on va suivre en fait, à partir de l'instrument qui est donc ici, les différentes données qui concernent tout simplement les différentes directions du vent. Autre chose que les personnes vont donc utiliser pour pouvoir se permettre de lire la direction du vent, on va trouver ceci. C'est donc tout simplement la rose des vents qu'on va trouver assez souvent dans les bateaux. Okay? Dans les bateaux, souvent les capitaines n'ont pas en fait des instruments beaucoup plus modernes parce que ces instruments valent très cher. Ils sont très très chers à pouvoir s'en accommoder. Et ce sont donc les grands centres de météorologie, par exemple, à travers des financements qu'ils vont pouvoir obtenir. Par exemple, dans les bateaux, eh bien, un capitaine sait tout simplement lire la direction du vent et il sait quand est-ce qu'il faut partir, quand est-ce qu'il faut pas partir, bien sûr en écoutant la météo, le service de la météo, etc. Mais on a cet instrument-là qui permet tout simplement d'indiquer également les directions des vents. Et un capitaine, parce qu'il sait comment naviguer, ben, il se fie tout simplement à cet instrument qui est donc la rose des vents pour pouvoir permettre à ce que son bateau puisse quitter le port et mettre cap à tel endroit pour que j'arrive vite fait sur un espace donné. Okay. Donc, il y a également cet instrument qui est donc la rose de vent qui permet d'indiquer la direction des vents. Donc, ce sont donc ces instruments qui permettent, encore une fois,
hein. L'homme a su inventer des instruments, okay, beaucoup plus modernes cette fois-ci, pour pouvoir lui permettre d'indiquer les différents courants ou bien les différents courants d'air qui existent sur Terre. Pourquoi ceci? Parce que on est obligé de savoir en fait les directions des vents, parce que ça nous permet tout simplement d'être alertés des différents courants d'air qui peuvent arriver sur cet espace sur lequel on est. Okay? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là concernant cet espace qui est donc atmosphère? Ça va, pas de questions là-dessus? Je veux une réaction de votre part. Si ça va, je peux arriver maintenant à la conclusion de cette partie sur l'atmosphère. Ça va, monsieur. OK. Donc, je vais passer directement à cette conclusion et puis répondre à ma problématique. Donc, le vent est un mouvement de l'atmosphère. Okay. On a dit tout simplement qu'il existe d'autres planètes. Sur d'autres planètes, il y a également une couche épaisse qui permet de protéger, qui sont donc des anneaux. Mais seulement du moment où une planète est donc trop près du Soleil, les anneaux qui sont dans autour sont donc détruits. Nous, notre planète terrestre, elle a cette chance d'être à une distance qui est donc favorable, pas trop loin ni trop près du Soleil. Du coup, les anneaux qui sont dans autour, c'est-à-dire cette couche qui est donc la couche atmosphérique, permet tout simplement d'exister jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas en fait détruite par les ultraviolets qui arrivent du Soleil. Donc, ces mouvements de masse d'air sont provoqués par deux phénomènes se produisant simultanément. On va parler du réchauffement inégal réparti sur la surface de la Terre par l'énergie solaire et également la rotation des planètes. Okay? N'oublions pas une chose, la planète Terre, elle est toujours en constant mouvement, en constante rotation. Okay? Je ne vais pas mettre aux détails là-dessus parce que vous avez un travail là-dessus à pouvoir me rendre. Les vents sont une source d'énergie renouvelable. Donc, le vent, là, on arrive à cette précision-là, c'est une source d'énergie qui est donc renouvelable. Du moment où il y a égalité, air chaud, air frais, on est obligé de retrouver cette égalité qui existe, d'où la naissance des anticyclones, des cyclones, pardon, qui vont donc apparaître, donc on a vu déjà précédemment. Donc, on va retenir tout simplement ici que les vents sont donc une source d'énergie qui est donc renouvelable, provenant, pardon, du déplacement des masses d'air de la haute vers la basse pression. Direction verticale, ensuite horizontale. Plus la pression est proche de la basse pression, plus le vent est donc fort. Deux données sont donc intéressantes lorsqu'on va parler de vent, dans la connaissance du vent. Il y a d'une part sa vitesse et d'une part sa direction. Okay? Du moment où il y a un cyclone qui arrive, on va s'intéresser à ceci. Le vent qui arrive, est-ce que ça va être fort? Est-ce que ça va détruire nos maisons? Et elle souffre comment? Est-ce que nous, on va éviter ou pas? D'où on a savoir à chaque fois, on se remet tout simplement aux différentes cartes que les services de la météorologie nous donnent. Okay? Du moment où il y a un vent qui arrive, est-ce que le vent est fort ou pas? Donc, on va tout de suite s'intéresser à sa vitesse, à sa force. Et on va s'intéresser aussi à sa trajectoire, c'est-à-dire la direction. Pour les connaître à un endroit donné, on peut soit effectuer des mesures physiquement, c'est-à-dire en utilisant des instruments qu'on vient juste de voir, soit les estimer en les calculant numériquement grâce à des modèles mathématiques. S'il n'y a pas de vie sur Terre, s'il y a de la vie sur Terre, c'est tout simplement grâce à l'atmosphère, qui, encore une fois, retenant-le, est si fragile. Mais par contre, elle nous sert de bouclier, elle permet de nous protéger. Or, les activités humaines peuvent affaiblir ce bouclier. Du moment où on fait des actions qui vont donc remettre en cause ce bouclier, tout simplement, on est en train de s'auto-détruire ou bien on est en train de mettre en place un certain déséquilibre. L'atmosphère protège la Terre, nous devons protéger l'atmosphère. Si l'atmosphère protège la Terre, ça veut dire que nous, peuple de la Terre, nous devons protéger l'atmosphère. On est tous d'accord? Oui.
Dans cette région, le déplacement de l'air par rapport à la surface terrestre, appelé vent, résulte de l'équilibre entre les forces en présence. Okay? Donc, ce qui veut dire tout simplement que nous vivons dans un espace, tout simplement qui connaît certaines difficultés, qui connaît certains problèmes, qui connaît certains phénomènes naturels. Et si on voit de plus en plus qu'il existe des phénomènes naturels, c'est qu'il y a un certain déséquilibre. Et si maintenant on se demande pourquoi il y a ces déséquilibres, mais peut-être c'est à cause de tout simplement l'action irréfléchie de l'espèce humaine. Okay? Parce qu'il est de notre devoir de protéger l'atmosphère. Okay? On sait tous maintenant que l'atmosphère nous protège, donc il est de notre devoir de pouvoir aussi protéger cet espace. Donc, on doit, encore une fois, être responsable de ces actes et à travers nos enseignements, on doit aussi apprendre à nos élèves, à nos jeunes, de pouvoir continuer à assurer cette protection. Du moment où on ne nous protège pas, on va tout simplement remettre en question les futures générations qui vont vivre sur Terre. Voilà donc ainsi, on arrive donc à la fin de cette partie sur l'étude de l'atmosphère. Maintenant, on va apporter donc une réponse à cette problématique qu'on s'est posée tout au début. Est-ce que l'on doit protéger l'atmosphère? Là, avec cette dernière guise de conclusion, on vient donc confirmer en fait qu'il est important de pouvoir le protéger. Et j'arrive donc au terme de cette présentation sur l'importance de l'atmosphère. Donc, retenir tout simplement que l'atmosphère, c'est une couche tout simplement, ou bien c'est une couche qui est un peu comme un anneau, qui est un peu comme un bouclier, qui nous protège contre les rayons ultraviolets qui arrivent sur Terre, et que c'est aussi une couche qui est fragile, mais que l'on doit continuer à protéger. Des questions, des commentaires que vous pourrez faire? Ça va? C'est bon, les notions qu'il faudra retenir sur cette partie, ça va, c'est assez clair pour tout le monde, je suppose. Monsieur, Oui? je pense que c'est bien, mais j'ai juste une question. Vas-y. Est-il permis de nous donner votre contact si jamais nous avons des doutes en revoyant les cours que vous avez donnés? On peut poser des questions ou... Est-ce que vous avez donné votre contact? Ah, ben, est-ce que vous l'avez vu sur le, comment dire, sur, j'ai mis le contact sur le, comment dire, la présentation du tuteur de l'UE. Vous l'avez vu ou pas? Dans le module, ça? Oui. Oui, OK. monsieur. Pour ceux qui ne l'ont pas, je redonne quand même. Vous pouvez me joindre sur quoi, le numéro de portable ou bien l'adresse mail? Monsieur, les deux. OK. Pour mon numéro de contact, vous pouvez me joindre au 77 65 100. 65 100. 65 100. Et pour mon adresse mail, vous pouvez m'envoyer un message sur rmalvirlani@yahoo.com. rmalvirlani@yahoo.com. Lydie et les collègues, ça va?
Ça va, monsieur? OK. Donc là, je répète pour mon adresse email, c'est le Ça va, monsieur? rmalvirlani@yahoo.com. Et pour mon mobilisme, vous pouvez m'appeler sur 77 65 100. 100. Oui. Merci, monsieur. OK. Tout le monde a vu le devoir que je vous ai mis, les 2 devoirs. Et on a vu. Oui. Okay. Voilà, il suffit juste de faire les 2. Monsieur Kalsin va créer un espace, il faudra déposer les devoirs. Et puis après, si vous le faites, vous pouvez tranquillement aller les déposer sur cet endroit et puis normalement, ça devrait être bon. Pour le croquis, ça va? Vous voyez comment il faut faire? Deuxième exercice croquis qu'il faudra produire. Vous savez tous manipuler l'ordinateur pour faire le croquis ou bien vous allez le faire à main levée, le schéma? Non. On va essayer notre mieux. OK, vous allez essayer votre... Non, je demande juste parce que je peux vous donner des idées là-dessus. Soit si vous manipulez bien l'ordinateur, vous pouvez le faire directement sur l'ordinateur, OK, avec les schémas. Soit si certains ils trouvent un peu difficile de pouvoir manipuler l'ordinateur pour faire les schémas ou bien les croquis, ce que je vous propose de faire, vous pouvez également le faire sur une feuille. Après, vous prenez votre... voilà, vous prenez la photo dessus, vous prenez une photo. Après, il suffit juste d'insérer après dans votre texte. Et après, à côté, vous mettez la légende pour simplifier. Moi, tous les 2, ça me va. Du moment où ce n'est pas quelque chose qui est pris sur Internet, que ça vient de vous-même, c'est votre création, moi, ça me va. Okay? Donc, je répète, pour ceux qui savent manipuler l'ordinateur, vous allez le faire directement sur une page Word ou bien sur une page PowerPoint, c'est vous qui voyez comment ce que vous allez faire. Ceux qui ne maîtrisent pas bien cet outil, bien, ce que vous pouvez faire, vous faites un schéma. Du moment où vous êtes sûr de vous, du moment où c'est votre version finale, vous prenez une photo dessus. Après, vous avez juste à insérer avec votre texte, avec une légende pour pouvoir l'accompagner. OK. Voilà pour ceci. Ça va les cours jusque-là, pas trop compliqué. J'ai essayé de faire au max pour que ça soit simple pour vous, comme ça vous puissiez. L'essentiel, c'est qu'à la fin, vous puissiez quand même retenir certains éléments de la géographie. Okay? Comme je vous ai dit, l'idée, ce n'est pas de nous faire des géographes, des biogéographes, non, mais de juste avoir certains éléments que vous pourrez utiliser après dans vos pratiques pédagogiques pour enseigner certains cours. Mais que vous, par exemple, vous avez un bagage beaucoup plus élevé sur ce que vous allez donner par la suite. Il suffit juste de transposer ces connaissances en des choses beaucoup plus simples que vous pourrez facilement les transmettre à vos élèves par la suite. C'est donc ça l'idée. C'est bon? C'est bon, monsieur. OK. C'est bon. Ben, d'ici, il y a une question? C'est bon, tout est clair. OK. Ben, d'ici la fin de la journée, je mettrai cette présentation également sur Moodle. Je convertirai en document PDF et pareil, je mettrai sur Moodle pour que vous puissiez aller voir, aller consulter s'il y a des informations qui vous semblent importantes là-dessus. Vous pourrez télécharger pour que vous le gardez avec vous comme des ressources que vous pouvez utiliser par la suite. C'est bon là-dessus? Oui, monsieur, c'est bon. OK, ben je vous dis encore une fois, je vous remercie pour
de pouvoir vous connecter et puis de suivre le cours jusque-là. Je sais que c'est le week-end. Merci pour l'effort pour chacun de vous et on se dit à la semaine prochaine, lundi, même heure, de 11h à midi. Peut-être j'aurai juste 3 heures encore la semaine prochaine pour compléter et puis après, ce sera la fin des présentations des séances de cours. Je vous donnerai après juste les détails des 2 derniers devoirs aussi qu'il faudra faire. Okay? Et comme je vous ai dit, pour ceux qui étaient connectés depuis le début, je vous ai dit que pour cette UE, il n'y a pas en fait d'examen. Il y a juste 2 exercices pratiques plus 2 autres activités que vous aurez à compléter et puis normalement, vous devez valider cette formation. Et je compte terminer ceci la semaine prochaine pour qu'après, tranquillement, vous allez en vacances à tête reposée et vous complétez au fur et à mesure les exercices que je vous demanderai de faire. Et puis, vous me rendrez d'ici l'année prochaine, janvier, février. Et puis après, normalement, ça devait être bon. Okay. Thank you, Asul. Je vous dis bon week-end et puis à la semaine prochaine. Tata tout le monde, merci. Merci. Bon week-end. Ok, monsieur, merci. Merci. Bon week-end. Merci. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci à vous. Quel aussi à vous. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Merci. Merci, Hervé. Merci. Bon Dominique. week-end. Dominique, thank you.